Alors, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux tueurs en série, c'est parce que ma compagne a été violée, assassinée et mutilée en 1976. J'étais tenu au courant en permanence, ça s'était passé en Californie, j'étais revenu en France pendant près de 2 ans par l'inspecteur du Los Angeles Police Department. Oui, en 1976, ma compagne a été violée et assassinée. En plus, j'ai eu le malheur de découvrir son corps. Et pendant 2 ans, jusqu'en 1978, je n'ai pas eu de nouvelles des enquêteurs. Et j'ai appris par un policier du Los Angeles Police Department, puisqu'à l'époque je vivais en Californie, que l'assassin avait été arrêté et qu'il avait tué une dizaine d'autres victimes. J'étais tenu au courant en permanence. Je n'ai pas eu de nouvelles des enquêteurs. En 1976, il découvre sa compagne tuée, violée et découpée en morceaux par un récidiviste. Depuis, ses enquêtes l'ont convaincu, on ne naît pas tueur en série, on le devient. Comment ça s'est passé en fait? Tu n'étais pas là, elle était seule à la maison. Comment qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'as jamais vraiment trop expliqué? Non, en fait, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle a répondu à l'interphone. De chez vous? Oui, oui. Il est venu chez toi en fait? Oui, je vivais aux États-Unis à l'époque. Hein. Elle a répondu et je dirais c'est tombé sur elle. Et là, t'appelles la police tout de suite? Oui, oui, oui. Et t'as pas peur qu'on pense que c'est toi? Bah, au départ, si, évidemment. Hein. Il s'est excusé? Non, pas du tout. Pas l'ombre d'un remords. Même vis-à-vis de son mari? Non. Et dans ce cas-là, quand on l'interroge, tu as de la compassion ou tu... Non, pas du tout. Non, mais j'imagine. Tu lui as pas foutu ton poing dans la gueule Non. Que tu as rencontré? Je ne porte jamais de jugement sur les tueurs que j'interroge. C'est votre femme? Oui, ma première épouse a été violée et assassinée. Alors, ce sont des extraits d'actes de naissance qu'on s'est procurés de façon tout à fait légale. N'importe qui peut en faire la demande. C'est qu'un extrait. Il n'est pas question de décès, mais de divorce. Et juste un truc, et donc ce monsieur-là est sorti de prison, enfin, où il a été tué, qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, il a été condamné à la peine de mort, mais dans un état où il y a pas loin d'1 millier de condamnés à mort en attente d'être exécutés et qui ne le seront jamais. Il est toujours, comme ça s'est passé en Californie, condamné à la peine de mort et il est toujours dans le couloir de la mort, comme à peu près un peu plus de 800 condamnés à mort de l'État de Californie. Un peu moins de 800 en réalité, parce que c'est 737, pour être tout à fait précis. Alors là, nous avons cherché selon les informations que Stéphane Bourgoin donne, à savoir que ça s'est passé en Californie, en 76. Il a été arrêté en 78, il a fait plus de 6 victimes, puisqu'il en a fait une dizaine ou une douzaine, hein, ça dépend aussi de ses versions. Et voilà, donc on peut s'imaginer que les crimes ayant été le crime ayant été commis il y a 44 ans, que l'assassin a déjà un certain âge. Hein. Donc là, vous voyez, on peut toujours chercher. Hein, on peut tomber aussi bien sur, par exemple, Douglas Clark, il a 68 ans. Mais bon, il a fait 6 victimes, et puis on les connaît, ces victimes, parce que c'est quand même un cas célèbre. Il y a Joseph Nazo, qu'on a vu aussi, 6 victimes, mais il était jugé en 2013. Toujours dans l'idée qu'il ait éventuellement changé certains éléments pour brouiller les pistes. C'est pareil, il n'y a rien qui colle. Que ce soit le profil des victimes, la façon dont elles ont été assassinées. On peut retrouver facilement l'identité des victimes de chaque assassin. Une vidéo, on n'a pas envie qu'elle dure 2 heures. Mais bon, on a cherché, on a tout comparé. Et franchement, on vous invite à le faire vous aussi si vous avez quelques doutes. Quand Stéphane Bourgoin a commencé à raconter son histoire de femme assassinée, pour justifier cet intérêt, il a eu le bon sens de dire que ça s'était passé aux États-Unis, pas en France. En France, on aurait pu facilement prouver qu'il mentait, mais il était loin de se douter qu'avec Internet qui allait arriver, on pourrait faire des recherches et que tout serait facilement vérifiable. On vous invite même à étendre vos recherches au-delà de la Californie. C'est pareil, il n'y a rien. Là, vous pouvez même trier par année,
pareil, hein, il n'y a personne qui correspond à ce tueur qui aurait assassiné la compagne de Stéphane Bourgoin. Alors certaines personnes vont dire que Stéphane Bourgoin brouille probablement les pistes pour conserver l'anonymat de sa compagne et de sa famille. Bon, s'il voulait vraiment préserver son anonymat, déjà, il n'aurait pas montré sa photo, premièrement. Et deuxièmement, s'il a changé la date, par exemple, pour brouiller les pistes, c'est tout le reste de sa vie qui ne tient plus. Il n'aurait pas pu faire le FBI parce qu'il n'aurait pas pu donner au début des années 80 des vidéos d'entretien. Et avant cela, il n'aurait pas pu filmer des entretiens depuis 1979 et encore moins accompagner des policiers sur des enquêtes dès 1978. Donc voilà, nous vous laissons le soin de revérifier. Comme d'habitude, nous on ne demande pas mieux que vous vérifiez et que vous confirmiez qu'on ne ment pas, qu'on ne trafique rien du tout. On est parfaitement sincère. Notre seul but, c'est la vérité. On vous laisse bien sûr nos sources dans la barre d'infos. Alors il y a un autre élément qui n'est pas clair non plus, c'est qu'il est censé être retourné en France après le meurtre de sa compagne, parce que, dit-il, il a une librairie. Mais en 2019, sur sa page Facebook, il nous apprend qu'il vivait à New York en 1977, soit l'année qui a suivi le meurtre de sa compagne. Coïncidence incroyable, il vivait dans le quartier même où David Berkowitz sévissait et exactement au même moment. Tiens, pour rester dans le sujet des domiciles, vous saviez qu'il avait été voisin de Stephen King pendant de nombreuses années, avec sa première compagne américaine. Sachant que cette première compagne américaine est décédée en 1976, à Los Angeles, et qu'il était le voisin de Stephen King avec elle pendant de nombreuses années dans le Maine, c'est vraiment beaucoup plus loin, une question se pose. À quel âge est-il arrivé aux États-Unis ? En tenant compte du fait qu'avant son arrivée sur le territoire américain, il était footballeur professionnel pendant 7 ans à Paris. Donc si vous faites un peu le calcul, vous vous rendrez vite compte que ça coince. À moins qu'il ait commencé sa carrière professionnelle de footballeur à l'âge de 8 ans, on ne voit pas comment il aurait pu être le voisin de Stephen King pendant de nombreuses années précédant la mort de sa compagne, je le rappelle, en 1976. Il faut se souvenir que Stéphane Bourgoin avait 23 ans en 1976. Moi, je suis un ancien footballeur professionnel, donc j'ai joué 7 ans au Red Star. Hein. Mes amis, je propose que... Au Red Star, vous avez vu un peu les réactions des gens qui sont stupéfaits. Bon, bien sûr, on a vérifié. Hein. Vous pouvez aller sur le site du Red Star, tous les joueurs sont répertoriés. Mais on a aussi envoyé un message, on a eu une réponse. Donc même l'historien, on a trouvé la moindre trace de Stéphane Bourgoin. Évidemment, j'ai été suspecté, mais très vite mis hors de cause, puisque je n'étais pas du tout dans le même État américain où le meurtre a été commis. Donc... À l'époque, je vivais à Los Angeles, je travaillais dans le domaine des séries B, petits films d'horreur, petits films polars, petits films érotiques. Et ma compagne a été violée et assassinée pendant que j'étais en déplacement à San Francisco. Et lorsque je suis revenu à Los Angeles, j'ai découvert son corps mutilé, violé et quasiment décapité. En plus, j'ai eu le malheur de découvrir son corps. Par la suite, l'enquête a suivi son cours. Je suis retourné en France et le policier, l'inspecteur du LAPD, Los Angeles Police Department, qui a mené l'enquête, m'a tenu au courant quasiment tous les mois des développements de l'enquête. Et puis deux années plus tard,
On est donc en 1978. Il m'appelle pour me dire que l'assassin de ma compagne a été arrêté. Donc je me dis que la meilleure façon de comprendre ce qui est arrivé à ma compagne, c'est d'aller à la source et de rencontrer des tueurs en série. Le policier du LAPD qui a mené l'enquête a compris le sens de ma démarche. Il me met en quelque sorte le pied à l'étrier, me permet d'avoir accès à des dossiers, puis me permet de rencontrer mes premiers tueurs en série. Nous sommes alors en 1978. À l'époque, j'ai une librairie spécialisée en romans policiers qui s'appelle Le Troisième Œil. Et je traduis également des romans policiers, notamment d'un auteur très célèbre qui est Robert Bloch. Et parmi ses plus grands fans, il y a des patrons de police, de brigades criminelles de San Francisco, de Sacramento, de Los Angeles. Et quand je lui parle de ce qui m'est arrivé, des réponses que je cherche comme une sorte de catharsis et d'exorcisme personnel, il décide de me présenter à tous ses amis policiers qui étaient des fans de ses écrits. Et lors de repas chez lui, je noue des liens d'amitié avec ces policiers. Ils me permettent de venir les suivre sur des enquêtes, d'assister à des interrogatoires avec des criminels sexuels, puis d'avoir accès à des dossiers d'affaires qu'ils ont déjà traités. Et ensuite, ils me proposent, fin 78, de venir les accompagner pour rencontrer des tueurs dont ils avaient recueilli les aveux. Nous sommes alors en 1978. À l'époque, j'ai une librairie spécialisée en romans policiers qui s'appelle Le Troisième Œil. Donc en 1978, Stéphane Bourgoin n'était pas propriétaire du Troisième Œil, c'est François Guérif qui l'était, son prédécesseur. Et d'ouvrir donc une librairie de livres d'occasion. Et là, cette librairie s'appelait Le Troisième Œil, et là, vous aviez déjà cette passion pour le polar. Tout à fait, c'était une librairie spécialisée dans 3 secteurs. Dans ce livre intitulé Du polar, François Guérif nous apprend qu'il a tenu cette librairie jusqu'en 82. Alors peut-être que jusque-là, Stéphane Bourgoin n'était qu'un simple employé. Auquel cas, je ne sais pas quel patron accepterait que son employé soit absent quasiment tout le temps, toute l'année. Et ensuite, il me propose, fin 78, de venir les accompagner pour rencontrer des tueurs dont ils avaient recueilli les aveux.